Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, nous avons rendez-vous avec les équipes d'Altéis et Olivier Maltès, directeur des investissements d'Altéis, pour évoquer les dernières tendances et les dernières actualités au sein de l'industrie ETF. Bonsoir et bienvenue Olivier. Bonsoir Grégoire. L'actualité immédiate, c'est donc la cotation de SpaceX, donc en direct. Il est un peu plus de 17h45 au moment où on se parle. Et donc le titre SpaceX cote au Nasdaq avec une hausse de plus de 13-14% dans ses premières secondes, ses premières minutes d'échange pour un titre, voilà, donc pricé à $135 au moment de l'introduction en bourse et de la clôture des ordres, qui vaut désormais, au moment où on se parle toujours, autour de $155. La question pour vous, Olivier, spécialiste évidemment des indices, on a beaucoup expliqué que beaucoup de fournisseurs d'indices avaient bousculé toutes les règles pour accueillir au plus vite SpaceX. Est-ce qu'effectivement c'est ce qu'il faut attendre et est-ce que ce phénomène d'intégration indicielle va avoir des effets importants? Le Nasdaq, c'est essentiellement le Nasdaq qui a changé ses règles et qui a rajouté du fast entry, parce que si on regarde, alors il y a le FTSE aussi qui va incorporer normalement SpaceX très vite, dans les premiers d'ailleurs, mais MSCI avait déjà ce processus de fast entry, c'est-à-dire pour les grosses capitalisations de pas trop attendre globalement, et c'est le Nasdaq qui a changé ses règles. Donc on a dit, voilà, le Nasdaq essaye de favoriser SpaceX, donc d'un côté ils ont rajouté une règle de fast entry, donc pour les grosses capitalisations d'attendre, de ne pas trop attendre, et donc à partir de 15 jours de potentiellement rentrer les titres dans les indices. Mais en même temps, ils ont rajouté une nouvelle règle qui est, pour au niveau de la capitalisation, de prendre vraiment le flottant. Et donc une règle, alors pas exactement le flottant, mais une règle liée au flottant, ce qui fait que le poids de SpaceX va rentrer plus vite, mais va être plus petit que ce qu'il aurait été si on avait gardé les règles précédentes. Donc c'est d'un petit côté un avantage, mais c'est aussi... c'est une fraction de pourcentage. Exactement, ça va être tout petit, ça va être globalement tout petit dans les indices. Parce Nvidia, c'est 10% plus du Nasdaq. Oui, mais là, le flottant est relativement faible concernant SpaceX. MSCI, ils avaient déjà cette règle de fast entry, donc il n'y a pas réellement de changement. Et on a S&P, par contre, lui, qui a un comité scientifique et qui, du coup, doit attendre normalement 1 an et qui a dit qu'il ne changerait pas ses règles. Et ils attendent un certain nombre de choses, notamment côté juridique sur les entreprises et en termes de rentabilité, de stabilité de rentabilité. Donc, c'est pas sûr que même dans 1 an, ça rentre dans le S&P. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on a beaucoup lu aussi, que si vous êtes en gestion passive indicielle, que c'est un peu la mode, de taper sur les ETF, puisqu'on le verra encore, les encours grossissent, de dire, vous pouvez pas choisir et vous allez être obligé d'avoir du SpaceX avec toutes les craintes que ça peut comporter. Mais non, en fait, il suffit de sélectionner vraiment son indice. Et ça rappelle toujours la même chose, c'est-à-dire que même en gestion indicielle, il faut regarder ce qui se passe, comparer les indices, suivre les méthodos et même les changements de méthodologie, parce que c'est vrai que Nasdaq a changé sa méthodologie. On verra dans 1 an si SpaceX intègre ou non le S&P 500. Mais si c'était le cas, ça crée quand même un réservoir d'acheteurs dans 1 an, au moment où les périodes de lock-up se termineront, notamment pour Elon Musk. Au moment où certains investisseurs auront la possibilité de vendre leurs actions, on aura sans doute aussi ce phénomène d'acheteurs naturels ou d'acheteurs indiciels. Tout à fait. Donc ça pourra faire du volume. En fait, la vraie question, c'est est-ce qu'on les rentre ou pas? Parce que c'est quand même, il faut avoir aussi en tête que dans le marché globalement, et on va avoir d'autres grandes rentrées normalement, d'autres grandes entrées en bourse dans l'année. Je pense à OpenAI et je pense à Anthropic pour Claude. En fait, on voit aussi que globalement, les entreprises de plus en plus attendent avant de rentrer en cotation, parce qu'il y a quand même une certaine lourdeur, et donc les entreprises arrivent de plus en plus de manière importante. Et c'est vrai qu'attendre 1 an pour avoir une entreprise de la taille de SpaceX, on peut se poser la question. Donc il y a évidemment tout le temps de découverte du prix fait par le marché, donc il y a un arbitrage à avoir entre les deux. Mais c'est vrai que sur des grosses capitalisations comme ça, on peut se dire, mais attendre 1 an, ça peut paraître quand même important, parce que c'est des entreprises qui représentent quelque chose vraiment en termes économiques, en termes financiers. Et le top 10, on est dans le top 10, top 15 des capitalisations boursières mondiales. Et là, il faut avoir en tête que si on est diversifié, c'est quand même un poids relativement faible aussi dans l'indice, donc il ne faut pas non plus s'inquiéter plus que ça sur le fait d'avoir du SpaceX dans les indices. Bon, 15-20% de hausse, là, ça se stabilise autour de $157-160 pour le titre SpaceX, partant d'un prix fixé à l'introduction en bourse de $135. Le reste de l'actualité ETF de ce mois écoulé, c'est déjà l'idée que oui, les souscriptions restent importantes, quasi équivalentes au mois d'avril, c'est ça en mai. Tout à fait, c'est pas un copier-coller, on reste. Alors là, on a 39 milliards et demi, à peu près comme le mois dernier. On a envie de dire que là aussi, on part dans l'espace. On est donc à 186 milliards depuis le début de l'année. Donc par rapport à 2025, qui est l'année de référence, c'est la dernière année, on est à plus 40% en termes équivalents, en termes de mois. Donc ça continue de collecter très très fort et de manière très importante. Les 3 classes d'actifs essentiels collectent positivement. Alors les actions, 24 milliards, toujours plus sur les actions,
13 milliards sur l'obligataire, ça c'est relativement important, et on a même 2 milliards sur les matières premières. Ce qu'on voit sur les matières premières, c'est que c'est essentiellement du côté des paniers diversifiés, hein, globalement 1,3 milliard. L'or, très petit, 130 millions globalement. Le pétrole est globalement flat, puisqu'on a une légère souscription sur le Brent, une légère décollecte sur le WTI. Donc voilà, c'est globalement flat. Et on voit quand même pas mal de flux aussi positifs sur tout ce qui va être matières premières agricoles. Peut-être aussi un peu d'avance sur potentiellement des sujets d'approvisionnement côté agricole. Ouais, ça, on a en tête l'engrais, on a en tête tout ce qui se passe en Iran. Etc. Ouais. Un mot rapide de l'ESG. Là, c'est un mois où l'ESG a gagné des parts de marché, Olivier. Oui, donc on revient sur quelque chose d'assez important côté ESG. On a 22% des flux sur les ETF actions qui ont été vers de l'ESG et 28% sur les ETF obligataires. On a une part de marché en gros à 20%, hein, que ce soit sur ETF actions, ETF obligataires, donc c'est légèrement au-dessus. On avait attaqué janvier-février avec des mois qui étaient relativement importants pour l'ESG. Alors pas par rapport à ce qu'on avait connu avant 2022, mais qui étaient quand même bien revenus par rapport aux précédentes années. Et là, effectivement, ça revient. Si on regarde un peu plus dans le détail aussi sur l'ESG, il y a aussi peut-être une recherche de trouver des sources d'énergie alternatives qui revient. Vous en parliez tout à l'heure à Christine Lagarde qui disait faites-le. Et le S&P Clean Energy, depuis le retour de Donald Trump, a doublé. Ouais. Comme quoi. Non mais... Voilà. Le Nasdaq est à plus 40, plus 50. Enfin voilà, c'est un indice mondial, S&P Clean Energy, qui surperforme largement. Puis on sait que même sur le Texas, il y a des recherches. On a besoin d'électricité de plus en plus, donc on va rechercher toutes les sources d'électricité possibles. C'est un thème qui est peut-être en train de revenir dans la lumière là. Tout à fait. Donc sur les émetteurs, alors alors BlackRock toujours premier, mais je regardais là, c'était un papier de Bloomberg. Quand ils prennent juste le marché américain, donc les ETF de droit américain listés aux États-Unis, Vanguard a détrôné BlackRock sur le marché américain. Pas au niveau mondial, mais sur le marché américain, il y a eu quand même un changement qu'on n'a pas vu depuis 20 ans. Moi, je me focalise vraiment sur le marché européen globalement. Ouais. C'est vrai que puis on a Vanguard qui a l'ETF qui a grossi. 1 trillion. Exactement. Un ETF S&P 500 d'ailleurs. Tout à fait. Ça, hein. Tout à fait. Et le premier à avoir franchi oui, c'est le premier ETF. Enfin, c'était pas un ETF, mais c'est le premier fonds qui avait été lancé par John Bogle et qui a été créé en ETF, qui a franchi. Et sans doute un des produits les plus tradés sur la place de marché. Ouais, tout à fait. Donc du coup, oui, et BlackRock continue à bien se comporter en Europe avec environ 30% de part de marché sur les flux sur le mois, donc c'est un peu en dessous globalement de leur part de marché, mais c'est quand même très solide. Globalement, on a DWS qui arrive deuxième avec 4,8 milliards, Vanguard troisième, Amundi arrive cinquième, qui est le deuxième plus gros en termes d'encours en Europe, et UBS a une légère décollecte globalement, mais ça collecte globalement bien et de manière relativement importante. Depuis le début de l'année, on a toujours BlackRock et Amundi. Vanguard, y compris du coup en Europe, gagne une place, arrive à être en troisième position depuis le début de l'année en termes de collecte. Donc voilà pour les flux. Dans les lancements, alors il y a plein de choses. Je vous laisse vous me dire ce qui vous a intéressé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ETF d'Amundi pondéré par le PIB. Oui. Je trouve que là, c'est intéressant. Oui. Non, mais ça fait partie de ce que vous avez signalé. Tout à fait. Ça mérite sans doute une petite explication là. Oui, il y a toujours des recherches de comment est-ce qu'on peut faire des pondérations à l'intérieur des ETF. En général, c'est pondéré par les capitalisations, même si tous les gros indices ne sont pas pondérés comme ça. On peut penser au Dow Jones, qui est pondéré par les prix, qui est une anomalie un petit peu. Historique. C'est historique. Une anomalie historique. Et c'est vrai qu'on a aussi en tête les quality-weighted, ce genre de choses pour essayer de changer un petit peu les pondérations. Là, Amundi est arrivé avec à la fois en ETF action, en ETF obligataire, une nouvelle approche qui est de pondérer par du coup les PIB, la croissance, le taux de l'importance des économies. Et du coup, ça a un impact de faire baisser le poids des États-Unis. Qui ne représente pas 70% du PIB mondial. Exactement. Voilà. Donc ça fait baisser les États-Unis, ça refait monter l'Europe et ça fait monter essentiellement la Chine. Et en termes sectoriels, évidemment, ça a un impact aussi de faire baisser la technologie. Donc ils ont décliné ça à la fois sur le côté action et sur le côté obligataire avec la même approche d'avoir quelque chose qui va mieux représenter globalement les économies mondiales et pas les capitalisations boursières. Donc voilà, ça c'est un petit peu nouveau. Dans les choses moi qui m'ont aussi, alors il y a quelque chose un peu amusant, c'est Anne ETF qui a sorti quelque chose sur le Happy Work en fait, sur des sélections d'actions liées à l'engagement et au bien-être des salariés. Donc ça j'ai trouvé que c'était assez amusant et à voir comment ça arrivera effectivement à faire de la performance. Mais un critère d'investissement, à mon avis, qu'il ne faut pas négliger. Et ce que j'ai trouvé intéressant structurellement aussi, c'est qu'on a un ETF, donc IMGP, donc c'est assez anecdotique, mais c'est un ETF du coup qui va répliquer les principaux moteurs en fait des représentatifs des grands hedge funds de type CTA.
globalement. D'accord. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on le sait, il y a de plus en plus de ETF actifs, de choses un peu plus. Donc on ETFise les hedge funds. On ETFise les hedge funds de type CTF qui vont chercher à reconnaître et investir sur les futurs. Donc c'est voilà, on va un petit peu partout sur le régime ETF. Ouais. Là aussi, c'est anecdotique, mais c'est assez représentatif quand même de l'élargissement du marché. Il y a énormément d'ETF actifs encore ce mois-ci, notamment sur le côté. Une enveloppe qui intègre de plus en plus de variétés de stratégies différentes. Tout à fait. Un mot de votre gestion et de la gestion de l'épargne des clients qui vous font confiance chez Altéis. Comment vous êtes positionné là, à mi-parcours de cette année 2026? Alors sur les profils qui sont les plus dynamiques, on est toujours, nous, 100% ETF actions. Donc on est toujours très exposé, on est toujours surpondéré actions américaines et sous-pondéré zone euro. J'ai de plus en plus, quand je rencontre mes confrères, tout le monde sous-pondère la zone euro entre la hausse des taux et les craintes sur la croissance. Et sur les profils diversifiés, on est toujours, nous, légèrement sous-pondéré actions. Globalement, on avait du cash jusqu'à présent et qu'on a remis en obligation souveraine européenne en se disant que la hausse. Il y a de la valeur là, vous dites. Oui, on se dit que en fait, là, c'est plus la croissance qui nous inquiète. Et donc il y a l'effet inflation évidemment sur les taux qui pourrait les faire monter, mais on se pense plutôt que le ralentissement de la croissance devrait refaire baisser les taux globalement. Et donc plutôt que de rester en cash, ce qui coûte toujours un petit peu quand on est gérant, on reprend un petit peu de sensibilité au taux, vraiment sur la partie zone euro. Et pour l'instant, on reste plutôt prudent toujours un peu sur les actions, sur les profils diversifiés. Et on attend de voir effectivement si on va réussir à avoir cette paix qui bouge d'heure en heure. Ce sera, on n'ose plus l'annoncer, mais ce sera un des enjeux du week-end. Mais comme la plupart des week-ends précédents, depuis le déclenchement de ce conflit en Iran. Merci beaucoup, Olivier. Olivier Maltès qui était avec nous, comme chaque mois, pour nous faire profiter de ce baromètre ETF des équipes d'Altéis. Olivier Maltès, le directeur des investissements de l'Altéis, était avec nous en plateau dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.